Bonjour à toutes et à tous. Plus de 11 000 scientifiques, dont 10 du Maroc, ont alerté lors de la grand-messe du climat qui s'est tenue à Madrid du 2 au 13 décembre sur l'urgence climatique qui pourrait entraîner des effets collatéraux sur tout un écosystème. Entre l'utilisation de matériaux énergivores et la non-application de la loi sur l'efficacité énergétique ou non-application totale, il est indéniable que les architectes et les architectes paysagistes aussi sont aux avant-postes de cette nouvelle bataille climatique. Et c'est d'architecture écologique dont nous parlerons aujourd'hui en compagnie de Leila Sqali-Lami, architecte spécialisée en architecture écologique et qui enseigne également à l'Université internationale de Rabat, entre autres l'éco-conception. Bonjour Leila Sqali-Lami. Bonjour. Alors, l'éco-conception ou l'architecture écologique, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est En fait, c'est, je dirais, quelque part comme un petit colibri que l'on peut être. On ne va pas venir éteindre un grand brasier. On va venir juste participer à essayer de faire en sorte d'aller vers un mieux-être sur cette planète. Donc l'architecture écologique, c'est quoi? C'est essayer de faire en sorte qu'on ait une architecture la moins consommatrice possible, la plus performante, la plus naturelle aussi, la plus proche des gens, de leurs besoins, aller dans le sens de l'art de vivre, évidemment. Tout ça, ce sont des grands mots, mais c'est aussi beaucoup de techniques, beaucoup de techniques. Parce qu'en vérité, pour que ce soit moins consommateur, eh bien, il faut faire en sorte qu'on ait, on dit une architecture avec des bonnes bottes, un chapeau, mais aussi un manteau. Donc, en fait, quelque part, qu'elle soit bien isolée pour qu'on ait un confort thermique. Éviter la catastrophe de la climatisation, éviter la catastrophe du chauffage. La climatisation, déjà pour les produits qu'elle utilise et qui participent au gaz à effet de serre, et aussi pour le côté consommation. On consomme, on consomme, on consomme, on développe, on développe, on développe, on s'étale sur notre planète et finalement, on phagocyte tout ce qui est réserve naturelle qui permet réellement aussi de capter, de stocker ce carbone et qui en réalité maltraite notre couche d'ozone. Donc, cette enveloppe performante, eh bien, il y a des méthodes, même scientifiques, que l'on peut calculer pour être sûr qu'elles deviennent vraiment performantes. Eh bien, on a des simulations thermodynamiques où, en fait, on simule chaque minute de la journée en fonction des saisons, en fonction des lieux, qu'est-ce qui va se passer dans ce bâtiment que l'on va construire. Et à l'origine, on essaye de construire intelligemment ce bâtiment avec les données climatiques. On se protège du soleil qui est trop chaud. Quand vous dites on, je me permets de vous interrompre. Quand vous dites on, est-ce qu'on peut parler d'architecture écologique made in Morocco ? Bien sûr qu'on peut parler d'architecture écologique marocaine. D'abord, on a un patrimoine fabuleux qui sont les médinas, qui sont vraiment, véritablement écologiques. Elles étaient construites avec des matériaux locaux. Ensuite, on ne se collait pas aux voisins, on laissait respirer l'architecture. Il y avait des doubles parois qui passaient par la cave, on ventilait naturellement ces patios. Donc oui, elles étaient écologiques. Et en plus, on a de la matière première que l'on peut développer. La terre, on a un patrimoine ancestral extraordinaire. Et aujourd'hui, on peut construire avec la terre de manière très performante et très moderne aussi. Est-ce qu'il n'y aurait pas des freins justement pour adopter ce savoir-faire ancestral dans les constructions d'aujourd'hui? Est-ce que finalement l'architecture écologique peut peut-être se limiter à une certaine élite? Alors, ça, c'est effectivement, c'est vraiment une question qui est très pertinente aujourd'hui au Maroc, parce que c'est un défi de faire de l'architecture écologique. On va nous dire, de manière générale, pour les personnes qui ne sont pas assez sensibilisées, que ça peut être le défi de demain, que déjà on va essayer de faire en sorte qu'il y ait un toit pour tout le monde. Mais un toit pour tout le monde où les personnes sont obligées de payer une facture très onéreuse en termes de chauffage ou même de climatisation, ce n'est pas un toit qui est viable. Donc, les problèmes sont les manques de compétences, par exemple. On n'a pas de bureaux d'études qui sont très exercés à la pratique de l'architecture écologique. Ça demande d'être assez pointu. Peut-être des fois des maîtres d'ouvrage qui ne se rendent pas compte de l'importance que c'est
que de construire écologique. Et des citoyens qui ne se rendent pas compte aussi que ça est vraiment dans leur intérêt. Peut-être c'est juste une question de culture générale, on va dire écologique, ça fait un peu, on est limite un peu dans le greenwashing. Or, ce sont de vraies solutions pour un avenir plus serein. On vient de voir des images de l'inauguration de ce centre sur lequel vous avez planché par Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasna. Alors, de quoi s'agit-il? Est-ce que finalement, on a besoin finalement de ce genre d'exemple, n'est-ce pas, pour donner l'exemple et pour sensibiliser finalement le citoyen lambda par rapport à cette question d'urgence climatique? Exactement. Et notamment dans la construction. D'ailleurs, Son Altesse est très investie par la question depuis très longtemps et donc a voulu dans ce projet essayer de... On a travaillé sur tous les aspects. On a travaillé avec la terre, mais de manière très moderne. Ça s'appelle avec de la compression pneumatique, donc avec je ne vais pas rentrer dans les détails, mais des échafaudages métalliques, etc., pour qu'elle soit durable, pérenne, mais avec le matériau qui est ancestral. On récupère l'eau, l'eau n'est pas gâchée, on la réutilise pour l'arrosage. On a un système d'assainissement écologique sur place, avec des bactéries qui sont naturelles. Et donc, du coup, on n'utilise pas de l'eau, on ne gâche pas l'eau pour faire circuler tous les déchets jusqu'à une station qui est très éloignée. Tout est traité sur place. Le jardin est entièrement perméable. Même le parking est perméable. Pourquoi? Pour pouvoir accueillir l'eau qui est l'eau de la pluie et alimenter la nappe phréatique et maintenir le cycle de vie. Alors, aujourd'hui, qui est investi? On voit qu'il y a beaucoup de projets, notamment en écotourisme, dans ce qu'on appelle des lodges 100% autonomes. Vous avez parlé de la récupération de l'eau de pluie, on commence à parler de toilettes sèches au Maroc, concept qui n'existait pas il y a quelques années seulement. Est-ce que justement ça peut être un bénéfice transverse dans le sens où ça peut profiter à l'environnement, mais pas que, ça peut aussi drainer des touristes qui recherchent justement ce tourisme éco-friendly? Oui, tout à fait. En fait, nous avons... le Maroc se réveille vraiment sur la question écologique. Ça, je suis vraiment positive sur ce et je l'affirme haut et fort. Et en réalité, on a des personnes qui veulent montrer l'exemplarité. Et il y a aussi des endroits où, en fait, ce n'est pas alimenté en eau, ce n'est pas alimenté en électricité. Eh bien, on a du soleil, on a du vent, on a absolument tout pour pouvoir rendre ces espaces autonomes. Et oui, en plus, du fait que tout le monde est sensible sur cette question du réchauffement climatique, il y a un vrai tourisme vert qui s'est installé et des gens qui cherchent à aller dans des endroits où il y a un respect de l'environnement. Notamment, j'ai pu travailler sur Dakhla, qui est un lieu qui est splendide pour ça. On a le vent, le soleil pratiquement toute l'année. Oui, absolument. Donc voilà, et on a pu créer par exemple un centre touristique de voile qui est complètement écologique. Que représente ce marché de l'architecture écologique au Maroc en chiffres? En chiffres, je ne saurais pas dire. Ce que je sais, c'est que maintenant, depuis 10 ans que je travaille sur la question, je vois une grande évolution depuis ces dernières années et qu'il y a de plus en plus de commanditaires, parfois même dans des espaces publics, des autorités. Ça ne touche plus que... Ce n'est plus élitiste. Comment on peut le démocratiser, justement? Ça se démocratise. Exactement. Comment on peut le démocratiser davantage? Déjà, en parlant, comme vous le faites, je vous remercie, et essayer de sensibiliser au maximum, nous rendre compte tous de l'importance que ça peut avoir, cette petite action du colibri qui va faire en sorte de soigner la planète dans des petits endroits. Si chaque architecte est un colibri, eh bien, tout ce que l'on va construire va devenir quelque chose de respectueux de l'environnement et guérir petit à petit cette planète. Il y a aussi, enfin, on va terminer peut-être sur cette question d'urbanisme. Comment, justement, cette éco-conception de l'architecture peut aussi jouer en faveur, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a un véritable fléau urbanistique dans certaines de nos villes. Comment on peut justement adapter cela, ou plutôt rectifier le tir, si je puis me permettre, grâce à l'éco-conception? Alors, au niveau de l'éco-conception, en fait, normalement, il y a plusieurs intervenants, et les politiciens, les décideurs,
et les architectes et les commanditaires. Les politiciens, il y a par exemple des lois qui sont en train d'être mises en place et qui devraient être encouragées, qu'on appelle par exemple de renouvellement urbain. La ville sur elle-même. On arrête de s'étaler et on a un nombre incroyable de patrimoine architectural que l'on peut réinvestir et lui redonner de nouvelles fonctions, des fonctions dont on a besoin aujourd'hui. On peut aussi, quand on va construire, prévoir de construire des écoquartiers. Les écoquartiers sont des écosystèmes où la nature a sa vraie place et où on va faire en sorte, par exemple, d'investir sur de l'énergie propre qui va être collective, beaucoup moins coûteuse, etc. À l'échelle individuelle, ça reste plus coûteux. Donc, plus on pense grand, et plus on démocratise et on aura des ambitions qui se réaliseront. Certainement. Leïla Sqali-Lami, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Médien TV. Merci beaucoup. C'était fort intéressant de vous écouter en tout cas. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre antenne.